Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopsdormarseille.com. Richard Findiquian. Alain Duhamel, bonjour. Bonjour. Chroniqueur, essayiste, éditorialiste politique, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, vous avez connu tous les présidents de la Ve République. Véritable monument du journalisme audiovisuel, vous incarnez 50 ans de présence sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Vous détenez un record inégalé dans votre catégorie et restez aujourd'hui encore une figure centrale du débat politique sur les écrans des Français, avec une intronisation qui remonte à 1974 lors du débat télévisé du second tour des élections présidentielles qui opposait, on s'en souvient, Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions de l'Observatoire Le Prince balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires, ouvrage dans lequel vous décryptez le rapport difficile que le chef de l'État entretient avec les Français. Vous dites d'Emmanuel Macron qu'il est le plus original, le plus déconcertant, le plus urticant des autres élyséens. Alors quelles sont les raisons qui ont conduit une partie des Français à haïr leur président ? Vous savez, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est la toile de fond, c'est-à-dire qu'on est dans une période de crise multiple, mais intense et très perçue par les Français. Pour ce qui les concerne le plus directement, par exemple, par l'inflation, mais aussi, bien entendu, par ce qui se passe en Ukraine, par ce qui se passe en Israël et autour d'Israël, etc. Donc, quand il y a un paysage de crise, il y a forcément une interrogation sur le chef. Bon, il y a ensuite le fait que il a un parcours atypique, c'est-à-dire il a donné le sentiment de faire plus vite et plus facilement que les autres tout un chemin qui d'ordinaire prend 30 ans et que lui a fait en 30 mois. Et au fond, il n'a cessé de susciter, malgré lui, mais aussi de son fait, les deux choses simultanément, de susciter un sentiment d'inégalité vis-à-vis des Français. Or, les Français, on le sait bien, ça a des avantages et ça a aussi beaucoup d'inconvénients, sont le peuple le plus égalitariste du monde depuis toujours. Bon, et donc avoir un président qui leur donne, qui entretient un sentiment d'inégalité, qui leur a donné le sentiment que sa trajectoire a été facile, qu'il a bénéficié de circonstances au départ qui étaient des circonstances favorables, etc. Ça a entretenu ce sentiment. Bon, c'est lié évidemment aussi à son style personnel et en particulier à ces fameuses petites phrases qui ont l'air prises une à une d'être quelque chose de superficiel, mais qui en réalité entretient un sentiment de distance ou d'incompréhension. Si vous voulez, dans ses rapports avec les Français, il est très exactement l'anti-Chirac. Chirac arrivait à provoquer un sentiment d'empathie, de proximité, de simplicité, et lui provoque un sentiment au contraire de distance, d'inégalité et souvent d'incompréhension, alors qu'il a pris, depuis qu'il est là, beaucoup de décisions qui sont des décisions positives. Sa politique, pour commencer par le plus facile, sa politique économique a été une politique qui était intelligente et qui a été efficace. Bon, mais il n'empêche que le sentiment qu'il entretient, qu'il provoque, c'est un sentiment de frustration. Et puis il y a aussi toute une série de clichés qu'on lui applique et qui sont à son désavantage. Par exemple, on en fait le type même du technocrate. Bon, il n'est pas du tout plus technocrate que ses prédécesseurs. On en fait le prototype de l'urbain des métropoles. Du parisien par excellence, qui n'est pas considéré comme... Oui, parce qu'il est picard en fait. Ben voilà, c'est un picard, exactement, et qui a eu une évolution de ce point de vue classique. Il a fait des bonnes études, qu'il a terminé à Paris, etc. Oui, il y a le côté premier de classe également, premier de la classe. Voilà, ça fait partie du sentiment que tout lui est facile, alors que dans la vie, tout est difficile pour la plupart des gens. Alors vous écrivez président des riches, adepte de la mondialisation, au diapason avec la révolution numérique, classé comme le symbole et même le prototype, on vient d'en parler, des élites parisiennes, il est l'annonciateur d'un monde nouveau qui angoisse. La conclusion que vous en tirez, les Français le détestent parce qu'il personnifie leurs craintes. Oui, alors ça c'est ma théorie personnelle.
Dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a le président des riches, bon, ça fait partie des qualificatifs qui lui ont été apposés immédiatement parce que il a su... Par François Hollande, notamment. Oui. La fortune. Oui, bien sûr. Mais il faut se rendre compte qu'il est, sur les 8 présidents de la Ve République, il y en a 4 qui ont appliqué ça, ce qui est très largement un cliché, mais on l'a fait pour Pompidou, on l'a fait pour Giscard, on l'a fait pour Sarkozy, on le fait pour lui. En revanche, ce qui est plus original, et là c'est ma théorie à moi, on peut donc la contester par principe, mais ce qui est plus original, c'est que je crois qu'il incarne effectivement aux yeux des Français un 21e siècle qui leur fait peur. Parce qu'il est à l'aise dans un monde nouveau, on voit très bien qu'il comprend facilement tout ce qui relève de la technologie, qu'il est ouvert sur le monde, qu'il parle bien anglais, qu'il voyage volontiers, qu'il est d'une génération différente, parce qu'il est encore très jeune, surtout pour un président, et au fond, incarner la mondialisation, incarner la nouveauté des réponses à apporter à la crise écologique, etc., tout ça, c'est ce qui fait peur aux Français et qui souvent, dans leur majorité, se sentent mal à l'aise dans cette espèce d'univers numérique qui traverse les frontières. Lui, il est à l'aise et les Français sont pas à l'aise. Et ça crée, je pense, de l'incompréhension. Alors, quels sont, selon vous, les moments clés qui ont façonné la présidence d'Emmanuel Macron jusqu'à présent ? Alors je dirais que le premier moment vraiment clé, ça a été évidemment les Gilets jaunes, qui est quand même un phénomène unique dans son genre et le propre de la France. Alors dans l'histoire, non, dans l'histoire française, des soulèvements, des jacqueries, on en a connu 150. Ça remonte, les premières remontent au Xe siècle. Alors vous voyez, mais c'est un fait que ce phénomène-là, qui ressurgit brusquement sous les formes totalement inhabituel et venant d'une population qui d'ordinaire est plutôt une population paisible, ça a été une grande nouveauté à laquelle il a répondu assez bien à mon avis d'ailleurs, avec le grand débat et son tour de France d'explication, suivi de la distribution de 11 milliards d'indemnités, d'avantages, de primes, etc. Bon, mais ça a été un premier grand choc et d'ailleurs le monde entier en a parlé. Le deuxième, ça a été évidemment à propos de la crise des retraites, et en particulier de la deuxième réforme des retraites qui a fait l'objet d'un contentieux social ouvert. Il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. Bon, c'est une réforme, je le dis en passant, moi c'est une réforme que je n'aime pas. J'aimais beaucoup mieux la première formule, mais peu importe. Les Français non plus n'ont pas aimé ce qui était plus important que moi. Et donc là, il a dû faire face, bon, et il a fait passer sa réforme. Il n'est pas exclu que dans 20 ans, on dise qu'il a eu raison, mais il n'empêche que ça l'a rendu très impopulaire. Bon, la troisième chose, ça a été de faire face au Covid, évidemment. Et là, je pense qu'il a très bien réagi. Les débuts ont été cafouilleux parce que la France était dépourvue, on se le rappelle très bien, à la fois de tests, de masques, etc. Mais au bout du compte, quand on a fait les comparaisons internationales à la fin, on s'en est tiré mieux que les autres. Bon, donc, personne n'aura oublié, même si les gens n'aiment pas trop se rappeler ça, mais personne n'aura oublié qu'il a quand même tenu les entreprises françaises à bout de bras en acceptant des emprunts, et des prêts, et des garanties qui n'ont existé dans aucun autre pays, et qu'il a quand même maintenu en gros 90% des revenus des Français, de façon extrêmement coûteuse pour la dette, mais extrêmement appréciée sur le moment. C'était un pari qui a été un pari plutôt gagné, mais qui bizarrement lui a absolument pas bénéficié dans la tête des gens. Il a une certaine incapacité à transformer en popularité ce qu'il réussit, et en revanche à arriver trop facilement à cristalliser en impopularité ce qu'il rate. Voilà, alors parti pour moderniser le pays, inscrire la France dans le peloton de tête des nations modernes, il est vite devenu le président des crises, vous le soulignez à l'instant, et avec une majorité relative et l'image des crises qui se sont enchaînées. Alors Emmanuel Macron pourra-t-il, selon vous, regagner sa popularité d'ici la fin de son deuxième mandat ? Oui, a priori, je pense que ça me paraît très difficile qu'il redevienne très populaire, même s'il ne faut pas oublier que d'autres ont été encore plus impopulaires que lui dans des périodes de crise.
Enfin, il n'empêche, je ne pense pas qu'il aura une image positive quand il s'en ira. En revanche, dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne suis pas sûr que ce sera le même jugement. Et je n'exclus pas que son bilan soit revalorisé après coup. Vous me direz que sur un plan politique, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, mais sur un plan personnel, c'est différent. Alors, il n'y a pas, soulignez-vous, de macronisme enraciné dans la société, comme le furent sous la Ve République le gaullisme ou le mitterrandisme, à un moindre degré le giscardisme ou le sarkozysme. Alors, la question c'est, le macronisme survivra-t-il à Emmanuel Macron ? Alors, le macronisme en tant que tel, je ne crois pas, parce que c'est vraiment lié à sa personne, à son style et à ses caractéristiques. En revanche, je pense que puisqu'on est entré dans une phase où après 2 siècles de bagarre entre la gauche et la droite, on est maintenant, tout le monde le sait, dans un système de tripartition, avec une extrême gauche et une gauche forte, une extrême droite de plus en plus forte, et un centre, lui aussi influent. D'un point de vue électoral, c'est vraiment 3 tiers. Bon, il n'est pas exclu que le tiers centriste puisse survivre à Emmanuel Macron. Il n'est pas exclu, ça ne sera pas l'héritier ou le dauphin d'Emmanuel Macron qui serait élu en tant que tel, mais de même que Marine Le Pen a de grandes chances, de même un représentant du centre, à condition qu'il n'y ait pas trop de candidatures au centre au départ et une division des voix. Mais si il y a un candidat du centre, quel qu'il soit, qui s'impose assez vite dans son propre camp, il aura quand même une chance de résister à Marine Le Pen, même si Marine Le Pen sera plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Oui, alors justement, qui, selon vous, sera le mieux placé pour prendre sa place à l'Élysée, Alain Duhamel ? Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt. C'est même franchement très tôt, parce qu'on aura d'idées de toute façon. Oui. Que après l'année prochaine, les élections européennes, les Jeux Olympiques, etc., c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura vraiment des candidatures qui s'esquisseront nettement. Aujourd'hui, il y en a au moins 3 ou 4 au centre. Mais il y a Édouard Philippe déjà. Édouard Philippe pour la droite. Bien sûr. Bien sûr, il y a Édouard Philippe, il y a Gérald Darmanin, oui. Il y a peut-être Gabriel Attal. Si on n'écoutait que lui, il y aurait Aurélien Pradier. Il y aura certainement pour les Républicains Laurent Wauquiez, etc. Tous ne sont pas vraiment centristes, parce qu'on ne peut pas dire que Wauquiez ou Pradier soient centristes. Mais même Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Gabriel Attal, il est très possible qu'un de ceux-là s'impose parmi ses rivaux du centre, et fasse un challenger en face de Marine Le Pen. Enfin, dernière question, Alain Duhamel, que pensez-vous que les lecteurs devraient retenir après avoir lu Le Prince Balafré, et quel impact espérez-vous qu'il aura sur la compréhension du public vis-à-vis d'Emmanuel Macron ? Écoutez, j'espère qu'il aura de l'impact. Pour le reste, si les Français en tirent l'impression qu'on est un pays décidément très original, avec des fonctionnements politiques très différents des autres, avec un système plus présidentiel encore qu'aux États-Unis, avec des personnages atypiques qui arrivent à s'y glisser comme Emmanuel Macron, si les Français comprennent à quel point nous sommes à la fois originaux, complexes et difficiles à gouverner, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps. Je rappelle le titre de votre livre, Le Prince Balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires, aux éditions de l'Observatoire, ouvrage qui s'attache donc à décrypter la relation très compliquée entre les Français et leur président. Merci Alain Duhamel. Merci à vous. Richard Findiquian. Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopdormarseille.com.